Le 14 septembre 2016, un mercredi, un incendie s'est déclaré tôt le matin à Acorn Woods, près de Grapevine Lake, au Texas, aux États-Unis. Les pompiers ont réussi à éteindre le feu et au cours de leur enquête, sont tombés sur ce qui semblait être une pataugeoire d'enfant fondue contenant un corps carbonisé. Le sexe de la personne n'a pas pu être déterminé à ce stade. Une analyse ultérieure des empreintes digitales a révélé que la personne décédée était Jackie Vandagriff, une esthéticienne diplômée de 24 ans qui étudiait la nutrition à la Texas Women's University de Denton. Comme elle n'avait pas été portée disparue, les forces de l'ordre en ont déduit qu'elle avait probablement trouvé la mort peu de temps après avoir été aperçue pour la dernière fois. Il a été établi que Jackie avait été vue pour la dernière fois dans la nuit du 13 septembre, juste une nuit avant la découverte de son corps carbonisé. Ce soir-là, elle s'était rendue dans 2 bars de Denton, le Fry Street Public House et le Shots and Crafts. En plus d'avoir été incendiée, Jackie avait subi d'horribles mutilations. Elle avait été démembrée. Il était urgent d'appréhender l'auteur d'une telle brutalité. À la suite de nombreuses informations concernant un homme observé près de l'incendie, les forces de l'ordre ont obtenu des images de Jackie dans la nuit du 13 septembre. Ces images la montrent en train d'interagir avec un homme. Une enquête plus approfondie a révélé que cet homme avait donné sa carte de visite à l'une des femmes présentes au bar ce soir-là, prétendant être un instructeur de fitness et proposant ses services en tant qu'entraîneur personnel. Son nom a été identifié comme étant Charles Bryant. La police a déterminé que Jackie et Charles s'étaient rencontrés par hasard dans la nuit du 13 septembre. Au départ, Jackie s'était rendue au bar dans l'intention d'explorer les possibilités d'emploi et avait initialement prévu de rencontrer quelqu'un sur Tinder. Ce soir-là, mais elle a changé ses plans. Pendant qu'elle était au bar, elle a engagé la conversation avec le barman et Charles, un individu de 31 ans. Par la suite, ils ont rejoint un groupe de femmes et ont passé du temps ensemble. Selon les amis de Jackie, elle était sociable et interagissait fréquemment avec les personnes qu'elle rencontrait au cours d'une soirée. Charles se trouvait au Fry Street Public House depuis environ 19 heures ce soir-là. Alors qu'il avait été avec des amis plus tôt, il était seul au bar lorsque Jackie est arrivée vers 8 heures. Elle s'est renseignée sur les possibilités d'emploi auprès du barman et s'est attardée un moment, conversant à la fois avec le barman et Charles. Les images obtenues par la police à l'intérieur du bar suggèrent que Jackie s'amusait. Fait remarquable, 45 minutes seulement après son arrivée, elle a tweeté « Je suis contente d'avoir décidé de quitter Tinder et d'être allée dans un bar. » Le trio, Jackie, le barman et Charles, a quitté le premier bar à 9 heures pour se rendre dans un autre établissement situé à proximité. C'est dans ce bar qu'ils ont rencontré un groupe de femmes et y ont passé environ 45 minutes. Lorsque le mauvais temps, marqué par une forte pluie, s'est installé, les clients ont commencé à rentrer chez eux. Les images montrent Jackie quittant le bar avec Charles et s'arrêtant ensuite dans une supérette. C'est la dernière fois que Jackie a été vue en vie. À l'insu de Jackie lors de cette nuit fatidique, Charles Bryant avait un passé troublant. Dans les semaines qui ont précédé leur rencontre, Charles a été arrêté 3 fois. La seule raison de sa présence dans la région de Denton était Kathleen Matisse, son ex-petite amie. Bien que résidant à Haslett, à une vingtaine de kilomètres de là, l'ex de Charles, Kathleen, s'était récemment installée à Denton pour étudier à l'Université du Texas du Nord et résidait sur le campus. Kathleen avait intenté une action en justice en déposant une ordonnance restrictive à son encontre. Ayant qualifié leur relation de toxique en raison du comportement manipulateur et du narcissisme de Charles, Kathleen a mis fin à leur relation tumultueuse en août 2016, quelques mois seulement avant les événements tragiques. Même après que Kathleen a mis fin à leur relation et s'est installée à Denton, Charles a continué à perturber sa vie. La police l'a rencontré sur le campus, ce qui a entraîné une interdiction d'accès. Inébranlable, il a continué à essayer de communiquer avec Kathleen. Le 31 août, il s'est présenté au restaurant où elle travaillait. Malgré l'interdiction du campus, il s'est présenté à la porte de Kathleen le 6 septembre. Craignant pour sa sécurité, Kathleen n'a pas répondu et a rapidement contacté la police. Charles a laissé des fleurs et une lettre sur le pas de sa porte,
ce qui a incité les forces de l'ordre à l'appréhender pour violation de domicile. Peu après son arrestation, Charles a déposé une caution, ce qui lui a permis d'être libéré. Presque immédiatement, il a contacté Kathleen par le biais d'une nouvelle adresse électronique, déclarant « Me voilà le cœur brisé et avec un casier judiciaire pour avoir apporté des fleurs à la fille que j'aime. » En réponse à ces événements alarmants, Kathleen a obtenu une ordonnance de protection d'urgence pour se protéger de tout harcèlement supplémentaire et de tout préjudice potentiel. Malgré des arrestations antérieures pour harcèlement, Charles a persisté à essayer de contacter Kathleen. Après une nouvelle arrestation pour harcèlement, il a été libéré sous caution 2 jours plus tard. Le 13 septembre, une semaine après sa dernière libération, Charles est retourné à Denton, se rendant notamment au Fry Street Public House, un lieu fréquenté par Kathleen. Bien que les forces de l'ordre soient au courant de l'histoire trouble entre Charles et Kathleen, il n'y a pas suffisamment de preuves pour le relier au meurtre de Jackie. Bien qu'il ait été établi qu'il était avec Jackie la nuit de sa mort, des preuves supplémentaires étaient nécessaires. L'occasion de l'interroger s'est présentée peu après la découverte du corps de Jackie, lorsque Charles a de nouveau violé l'ordonnance de restriction en essayant de contacter Kathleen. Il a été interrogé le 18 septembre 2016 au sujet de la mort de Jackie. À ce stade, la police avait recueilli des images de surveillance, interrogé des personnes présentes dans les bars et suivi les déplacements de Charles. Leur enquête a révélé qu'au petit matin du 14 septembre, à 4h41, Charles s'était rendu chez Walmart et avait acheté une pelle. En outre, la disparition d'une pataugeoire dans son jardin a été constatée, ce qui a ajouté un élément inquiétant à l'enquête en cours. Lorsque la police a interrogé Charles, celui-ci a d'abord prétendu n'avoir vu Jackie qu'au bar. Cependant, au fur et à mesure que l'inspecteur présentait un aperçu complet et chronologique des preuves, il est devenu évident que Charles était conscient qu'il ne pouvait pas nier avoir été avec Jackie cette nuit-là. Il a fini par avouer que Jackie était morte accidentellement alors qu'ils étaient ensemble, au cours d'un rapport sexuel consensuel mais non conventionnel. Charles a raconté à l'inspecteur qu'après avoir quitté le bar ensemble, Jackie lui a demandé d'utiliser un collier de serrage pour l'étrangler dans sa voiture. Malgré la présence d'une fermeture éclair dans son véhicule, la police a douté de son récit, ce qui a conduit à l'inculper de meurtre et de falsification ou fabrication de preuves matérielles. L'accusation a affirmé que Charles et Jackie s'étaient rencontrés ce soir-là, qu'ils étaient allés dans un second bar et qu'ils étaient rentrés chez lui. Au cours du procès, le jury a appris du médecin légiste que les tests effectués sur les restes de Jackie n'avaient révélé aucun signe d'agression sexuelle. L'accusation a soutenu que la mort de Jackie n'était pas le résultat d'une relation sexuelle, mais plutôt d'une agression brutale, impliquant une strangulation à l'aide d'une fermeture éclair, suivie d'un démembrement à l'aide d'un couteau, puis d'une incinération. Selon le récit de l'accusation présenté au jury, les preuves établiraient que Charles et Jackie se sont rencontrés le 13 septembre dans un bar et qu'ils sont partis ensemble sans que personne d'autre ne les accompagne dans sa voiture. L'accusation a souligné que divers éléments de preuve, notamment des objets découverts et des analyses ADN, confirmeraient la présence de Jackie dans la résidence de Charles. Les jurés ont pu voir les images de surveillance des bars et les témoignages des clients et des employés des bars ont étayé l'affirmation selon laquelle Charles et Jackie étaient ensemble. Les images montrent qu'ils ont quitté le bar à 9h46, sont montés dans la voiture de Charles et sont restés sur le parking pendant 30 minutes supplémentaires avant de repartir. Des images de surveillance ultérieures provenant d'une station-service de Denton ont montré Jackie à l'intérieur de la voiture de Charles à 10h30, ce qui constitue la dernière observation confirmée de Jackie en vie. En outre, l'activité du téléphone de Jackie a indiqué sa connexion à une tour cellulaire à Haslett, au Texas, vers 1h30 du matin le 14 septembre, une zone qui englobe la résidence de Charles. Le jury a été informé que Jackie avait un sac de la Texas Women's University au bar et qu'un sac TWU correspondant a été découvert au domicile de Charles. De plus,
un lien zip avec des cheveux a été trouvé dans la poubelle à l'extérieur de sa résidence. Dans le jardin de Charles, il y avait une pataugeoire bleue ressemblant à celle qui a été retrouvée brûlée. À côté de la pataugeoire, un espace circulaire dénudé laissait supposer la présence d'une autre pataugeoire. Au domicile de Charles, la police a découvert un couteau qu'elle pense avoir été utilisé pour poignarder et démembrer Jackie, ainsi qu'un pistolet paralysant dans sa voiture. Ces deux objets ont été officiellement retenus comme éléments de preuve. Au cours de la procédure judiciaire, le médecin légiste a déclaré que la cause du décès de Jackie était la violence homicide. Il a souligné qu'il n'y avait pas de traces de suie dans ses voies respiratoires, ce qui indique qu'elle était décédée avant que son corps ne soit incendié. Le médecin légiste a également déclaré que Jackie présentait des fractures de l'os hyoïde, résultant de l'application d'une force sur la partie supérieure du cou. Un anthropologue médico-légal a informé la cour que l'os hyoïde est un os en forme de U situé au fond de la gorge, qui sert de point d'ancrage à la langue. Jackie présentait une fracture de l'os hyoïde et des côtes fracturées, comme en a témoigné l'anthropologue médico-légal. Il a été établi que ces OS blessures étaient périmortem, c'est-à-dire qu'elles s'étaient produites au moment de la mort et qu'elles n'étaient pas associées à une décapitation ou à un démembrement. L'anthropologue a indiqué que la blessure à l'os hyoïde correspondait à une strangulation, nécessitant une pression directe résultant généralement d'une strangulation manuelle ou de l'utilisation d'une ligature. Cependant, en raison de la combustion des tissus mous de Jackie pendant l'incendie, il n'a pas été possible d'établir avec certitude si la fracture avait été causée manuellement ou par une ligature. L'expert a reconnu qu'une attache de fermeture éclair pouvait potentiellement causer une telle blessure. En outre, Jackie a subi une blessure à la tête due à un traumatisme contondant, jugé improbable post-mortem en raison de l'hémorragie importante. Les coups de couteau sur son corps ne semblaient pas liés au processus de démembrement, et l'expert de l'État a affirmé que ces blessures semblaient avoir été infligées alors que Jackie était encore en vie. L'expert a expliqué « Le fait qu'il y ait eu des saignements autour de ces coups de couteau suggère qu'elle était vivante au moment où ils ont été infligés, ce qui signifie qu'ils auraient pu saigner. Le jury a appris que certaines blessures sur le corps de Jackie ont été infligées après sa mort, notamment l'ouverture de sa poitrine et l'ablation de son cœur, ainsi que de multiples fractures de ses côtes. Un profil ADN extrait de la fermeture éclair, du pistolet paralysant et du couteau a rendu presque statistiquement impossible que l'échantillon provienne d'une autre personne que Jackie. L'analyste de l'ADN a déclaré que de l'ADN avait été trouvé sur le pistolet électrique retrouvé dans sa voiture et que Jackie ne pouvait être exclue en tant que principale contributrice. La défense a présenté 16 arguments affirmant qu'il n'y avait pas de preuves permettant d'affirmer que la mort de Jackie était due à des actes de violence de la part de Charles. Au contraire, elle a affirmé que la mort de Jackie était survenue au cours de ce qu'elle a décrit comme un acte sexuel consensuel. Selon la défense, Charles, dans un état de panique, a ensuite tenté de se débarrasser du corps de Jackie. Au cours du procès, les témoins de la défense ont évoqué le concept d'asphyxie érotique, suggérant que les personnes qui s'adonnent à de telles activités le font pour tirer du plaisir à priver leur cerveau d'oxygène. La défense a fait valoir qu'une fermeture éclair avait été utilisée autour de la gorge de Jackie dans le cadre d'un acte sexuel consensuel, entraînant sa mort. Selon leur récit, le corps de Jackie est devenu mou, ce qui a fait paniquer Charles. La défense a soutenu que le démembrement et l'incendie du corps étaient des actes impulsifs et chaotiques motivés par la panique et l'ivresse. Dans sa plaidoirie finale, l'avocate de Charles, Joetta Keene, a reconnu que Charles avait commis une terrible erreur, déclarant « Il est coupable d'avoir commis une horrible erreur lorsque quelque chose a mal tourné. Il n'y avait pas de motif pour qu'un beau gosse tue cette belle fille. » En revanche, l'accusation, dans ses déclarations finales, a contesté le récit de la défense, affirmant qu'il n'y avait pas de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle Charles et Jackie se sont livrés à une activité sexuelle. Elle a rejeté l'argument de la défense selon lequel Charles avait paniqué, estimant qu'il n'avait aucun sens et soulignant la gravité de ces actes. La défense dit qu'il a paniqué.
mais leur propre expert a déclaré qu'il s'agissait d'une violence meurtrière. Pourquoi couper le cœur? Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de se débarrasser d'un corps? Il lui a arraché le cœur. Je veux que cette image s'impose. Le jury devait décider s'il pensait que Jackie avait été assassinée et qu'il s'agissait d'un acte délibéré ou si elle était morte à la suite d'un acte sexuel consenti. Il a déclaré Charles coupable de meurtre et de falsification de preuves. Il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre et à 20 ans de réclusion pour la falsification. Les peines seront purgées simultanément. Avant le procès, on s'est beaucoup interrogé sur le mobile possible. Les procureurs ont tendance à s'inquiéter s'il n'y a pas de mobile clair, car les jurés aiment entendre une histoire complète et une explication de ce qui s'est passé. Ils doivent être certains de leur verdict avant de condamner et, dans de nombreux CA, un motif ajoute un poids énorme au dossier de l'accusation. Dans cette affaire, l'accusation n'avait pas de motif. Mais est-ce important? Lorsque les preuves sont claires, avons-nous besoin d'un mobile? Dans des CA comme celui-ci, le motif est généralement d'ordre sexuel, mais l'accusation a fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve qu'une activité sexuelle ait eu lieu. Mais nous n'avons pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans la tête de Charles Bryan cette nuit-là. Il voulait le faire et il l'a fait. Les parents de Jackie se sont associés à la Texas Women's University pour offrir une dotation à la mémoire de Jackie. Le 9 juin 2017, un vendredi, Yingying Zhang, une jeune femme de 26 ans originaire de Nanping, en Chine, était en route pour rencontrer le gestionnaire d'un complexe d'appartements afin d'inspecter une résidence potentielle. Ayant récemment déménagé aux États-Unis en avril 2017 pour poursuivre ses études, cela a marqué une transition importante pour Yingying. Avant cela, elle n'avait jamais visité les États-Unis ni ne s'était aventurée au-delà des frontières de la Chine. Dans son pays d'origine, elle vivait avec ses parents et son jeune frère, et elle avait méticuleusement planifié sa vie, y compris des fiançailles et des projets de mariage en octobre 2017 à son retour en Chine. Le voyage de Yingying aux États-Unis a été motivé par une invitation de l'Université de l'Illinois où elle avait obtenu un diplôme en Chine. L'université l'a invitée à venir en tant que boursière pour poursuivre ses recherches dans le domaine des sciences végétales, en se concentrant sur l'étude de la photosynthèse dans le soja et le maïs. Elle souhaitait obtenir un doctorat et retourner en Chine pour y poursuivre une carrière d'enseignante. À son arrivée à l'Université de l'Illinois, Yingying a d'abord habité dans un appartement sur le campus et a vécu de manière indépendante. Cependant, elle avait l'intention de déménager dans un autre appartement de l'autre côté du campus afin d'obtenir un loyer moins élevé et de trouver éventuellement un colocataire. Le moment de la recherche d'un appartement était opportun, étant donné que de nombreux étudiants étaient en train de déménager, certains ayant terminé leurs cours tandis que d'autres étaient rentrés chez eux pour les vacances d'été. Par conséquent, le 9 juin, il ne restait plus que quelques étudiants sur le campus. Dans la matinée, Yingying a travaillé un peu avant de retourner à son appartement pour le déjeuner. Elle avait prévu de rencontrer Rentré Stone, le responsable marketing de l'immeuble One North, où elle avait l'intention de trouver une nouvelle résidence. Vers 1h30, Yingying a envoyé un SMS à Rentré, l'informant d'un retard et indiquant qu'elle le rencontrerait à 2h10. 5 minutes après avoir envoyé le message, elle a quitté son appartement et est montée dans le bus MTD de la ligne Thiel. Comme elle ne conduisait pas, elle a opté pour le bus afin de se rendre du sud au nord du campus. L'itinéraire du bus l'a conduite d'Orchard Downs, sa résidence sur le campus, à l'intersection de Springfield et de Matthews Street. Yingying y est descendue avec l'intention de prendre une correspondance avec le 22 Limited qui l'amènerait à One North. Cependant, en descendant du bus, elle s'est retrouvée du côté nord de Springfield au lieu du côté sud, où se trouvait le bus de correspondance. Elle a donc manqué la correspondance. Bien qu'elle ait fait des signes et couru après le bus, celui-ci ne s'est pas arrêté. Elle l'a poursuivi jusqu'au pâté de maison suivant, mais ses efforts ont été vains. Par la suite, Yingying s'est rendue à l'arrêt de bus suivant, à l'angle de Clark et de Goodwin Avenue,
pour attendre l'arrivée du prochain bus. À 2h10, Rontre Stone a attendu Ying Ying, mais elle n'est pas apparue. Inquiet, il a tenté de la contacter, mais n'a reçu aucune réponse. Plus tard dans la journée, ses professeurs ont également essayé de la localiser, sans succès. Finalement, le professeur Guan a signalé la disparition de Ying Ying à la police. Après avoir vu Ying Ying pour la dernière fois sur le campus, la police a recueilli des images de vidéosurveillance dans les environs. Les images montrent Ying Ying courant après le bus et attendant ensuite à l'arrêt de bus. Cependant, avant de pouvoir monter dans le bus, elle est entrée dans une Saturn Astra noire qui s'était arrêtée à côté d'elle. L'identité du conducteur est restée inconnue, le numéro de la plaque d'immatriculation n'étant pas visible sur les images. Toutefois, les enquêteurs ont appris que seules 26 voitures de ce modèle spécifique étaient immatriculées dans le comté de Champaign et que seules 18 d'entre elles étaient des voitures à haillons, ce qui correspond à la voiture vue sur la caméra de surveillance. Cela a permis de réduire le nombre d'individus que la police devait retrouver. Le lundi suivant, 3 jours après la dernière apparition connue de Ying Ying, la police a commencé à contacter les propriétaires des voitures identifiées. L'une des personnes interrogées est Brent Christensen, un jeune homme de 29 ans qui vit avec sa femme, Michelle Zortman. Brent avait fréquenté l'université du Wisconsin à Stevens Point et l'université du Wisconsin à Madison avant d'être accepté dans le programme de doctorat en physique de l'université de l'Illinois. Lors de l'interrogatoire, Brent a informé la police que sa femme était absente le week-end du 9 juin. Interrogé sur ses allées et venues entre 2 et 3 heures, ce vendredi-là, il a affirmé ne pas s'en souvenir. Brent a autorisé la police à fouiller sa voiture et son appartement. N'ayant rien trouvé, la police a mis fin à sa perquisition et est repartie. Alors que le FBI et la police locale intensifiaient leurs recherches pour retrouver Ying Ying, une découverte cruciale a été faite lors de l'examen des images de vidéosurveillance de l'incident. Ils ont observé un défaut dans l'enjoliveur avant de la Saturn Astra noire qui correspondait à la description de la voiture de Brent, dont ils se souvenaient également qu'elle était équipée d'un toit ouvrant. Sur la base de CS Informations, ils ont obtenu un mandat le mercredi 14 juin et ont saisi la voiture et l'ordinateur de Brent. Brent, coopérant à l'enquête, s'est volontairement rendu au poste de police avec eux. Lors de l'interrogatoire au commissariat, Brent a d'abord prétendu avoir passé toute la journée de ce vendredi à jouer à des jeux vidéo. Cependant, le FBI l'a confronté à des preuves suggérant qu'il avait dragué une fille. En réponse, Brent a visiblement changé d'attitude et s'est mis à trembler. Il a ensuite admis qu'il avait peut-être confondu les jours, mais a insisté sur le fait que s'il avait effectivement dragué une fille, il ne pensait pas qu'il s'agissait de Ying Ying. Selon Brent, la fille qui l'a raccompagnée semblait en détresse, s'exprimait dans un anglais approximatif et a demandé à être transportée à un endroit situé à quelques pâtés de maison au nord de leur position actuelle. Brent a affirmé qu'après avoir pris un mauvais virage, la jeune fille a paniqué et est sortie de la voiture et qu'il ne savait pas où elle se trouvait par la suite. Une fouille de l'appartement de Brent a révélé 3 taches sur son matelas et un examen plus approfondi au luminal a révélé une tache supplémentaire sur une batte de baseball. 6 objets ont été envoyés pour des tests ADN. On a découvert que, bien que marié à Michelle, Brent avait une petite amie nommée Tara Bullis. Les forces de l'ordre ont demandé à Tara d'enregistrer Brent et, sur la base de cet enregistrement et des preuves recueillies lors de la perquisition de l'appartement, Brent a été accusé d'enlèvement ayant entraîné la mort de Ying Ying et d'avoir fait de fausses déclarations au FBI. Bien que le FBI ait cru que Ying Ying avait succombé à son sort, sa dépouille n'avait pas encore été découverte. L'accusation a monté un dossier présentant Brent comme un individu très intelligent et accompli jusqu'en décembre 2016, date à laquelle elle a soutenu qu'il avait commencé à mener une double existence. Selon leur argumentation, Brent a développé à cette époque une obsession troublante pour les tueurs en série, en particulier pour Ted Bundy. Ils ont souligné son intérêt particulier pour le livre American Psycho,
dont le protagoniste mène une double vie de tueur en série. L'accusation a affirmé que la descente de Brent dans la planification criminelle s'est produite au printemps 2017. Il a présenté des preuves liées aux recherches effectuées sur son téléphone qui comprenaient des requêtes sur les tueurs en série et des téléchargements d'images représentant des femmes en état de servitude. Il s'est avéré que Brent avait visité des sites web discutant d'enlèvement, de rapt et d'enlèvement consensuel. Le 9 juin, selon l'accusation, le mariage de Brent s'était pratiquement désintégré. Il avait abandonné ses études de doctorat et était aux prises avec une consommation excessive d'alcool et de médicaments sur ordonnance. Le jury a été informé de la situation difficile de son mariage, ce qui a conduit Brent et Michelle à opter pour une relation ouverte, chacun ayant ses propres intérêts romantiques. En mars 2017, Brent a consulté un psychologue en raison de l'échec de son mariage. Au cours de cette séance, il a révélé des pensées sombres et troublantes, admettant qu'il envisageait d'enlever et de tuer quelqu'un. Tout en reconnaissant que ses pensées ressemblaient davantage à des projets, il a affirmé les avoir dépassés. L'accusation a soutenu que le récit de Brent sur le fait qu'il avait surmonté ses idées noires était une invention. Au contraire, ils ont soutenu que le 9 juin, il a activement cherché à transformer ses fantasmes en réalité. Selon eux, Michelle a quitté leur appartement tôt ce matin-là pour passer le week-end avec son petit ami, ce qui a permis à Brent de mettre ses plans à exécution. Avant 8 heures, Brent s'est rendu à l'épicerie Schnucks près de son appartement et a acheté une bouteille de rhum épicé Admiral Nelson. Vers 9h30, Brent a abordé une étudiante diplômée nommée Emily Hogan, près d'un arrêt de bus sur le campus. Il a prétendu être un policier en civil, lui a montré un badge et lui a demandé de répondre à quelques questions. Lorsqu'il lui a demandé de monter dans sa voiture, elle a refusé. Sentant la suspicion s'installer, Emily a signalé l'incident à la police et a publié un avertissement sur Facebook, invitant les autres étudiants à se méfier d'un homme se faisant passer pour un policier. Plus tard, à 1h30, Brent a de nouveau fait le tour du campus. Repérant Ying Ying qui courait après le bus alors qu'il roulait en sens inverse, il a fait demi-tour et s'est arrêté à côté d'elle à l'arrêt de bus. Ying Ying est montée dans la voiture et, tragiquement, c'est la dernière fois qu'on l'a vue en vie. L'iPhone de Ying Ying a été désactivé à 2h28, ce qui souligne la gravité de la situation. Le tribunal a pris connaissance de détails effrayants lorsque Brent, ignorant qu'il était enregistré par sa petite amie Tara lors d'une marche commémorative pour Ying Ying le 29 juin, a raconté les événements horribles qui ont entouré la disparition de Ying Ying. Bien qu'interrogé par les autorités après que la disparition de Ying Ying a été signalée, Brent s'est rendu avec Tara à la marche commémorative et a partagé sans le savoir ce récit choquant au cours de leur conversation. Dans la conversation enregistrée, Brent décrit la lutte acharnée de Ying Ying pour sa vie, qualifiant ses efforts de courageux et de presque surnaturels dans son refus de se rendre. Il a ensuite dévoilé la sinistre séquence des événements, révélant qu'il avait kidnappé Ying Ying, lui avait lié les mains et l'avait emmenée dans son appartement et sa chambre, où il l'avait soumise à une agression sexuelle. Fait troublant, il a expliqué comment il s'est lassé des premières actions et a commencé à l'étrangler pendant 10 minutes atroces. Brent a ensuite expliqué qu'il avait infligé un coup dévastateur à la tête de Ying Ying avec une batte de baseball, décrivant l'acte comme le fait de la frapper aussi fort qu'il le pouvait. Il l'a ensuite transportée dans la salle de bain et l'a placée dans la baignoire. Brent a révélé qu'il avait poignardé Ying Ying et qu'elle avait tenté de se défendre en saisissant le couteau. Il a alors utilisé le même couteau pour la tuer. La procédure judiciaire a dévoilé d'autres détails troublants. Il a été révélé que Brent avait méticuleusement nettoyé l'appartement après avoir commis l'acte odieux contre Ying Ying. Le dimanche 11 juin, il a acheté des produits de nettoyage, notamment du Drano et des tampons Swiffer, pour tenter d'effacer toute trace du crime. Il s'est débarrassé des affaires de Ying Ying, notamment de ses vêtements, de son sac à dos et de ses restes, affirmant à Tara qu'elle avait disparu et qu'on ne la retrouverait jamais. Dans la conversation enregistrée, Brent a affirmé de manière choquante que Ying Ying n'était pas sa première victime, affirmant qu'il avait commencé à tuer des femmes à l'âge de 19 ans
et quelle était sa 13e victime. Toutefois, malgré les enquêtes menées par la police et le FBI, aucune preuve n'a été trouvée pour étayer les affirmations de Brent concernant des meurtres antérieurs. Malgré les efforts de Brent pour nettoyer l'appartement en profondeur, les examens médico-légaux ont révélé des traces de sang de Ying sur diverses surfaces, notamment le matelas, la batte de baseball, la plinthe du lit, les cloisons sèches et sous la moquette de la chambre à coucher. L'accusation a exhorté le jury à déclarer Brent coupable et à requérir la peine de mort. Il a fait valoir que ses actes, associés à ses pensées révélées lors de la consultation, à l'incident avec Emily, à la conversation enregistrée avec Tara et à ses activités sur le site internet FetLife, où il détaillait des plans d'enlèvement et d'agression, démontraient qu'il s'agissait d'un enlèvement prémédité. Notamment, 3 jours avant la disparition de Ying, un grand sac de sport vert, commandé par Brent sur Amazon, a été livré à son appartement. L'argumentation de la défense s'est concentrée sur la reconnaissance de la responsabilité de Brent dans la mort de Ying, un point qu'elle a clairement mis en évidence dans sa déclaration d'ouverture. Cependant, elle a soutenu que le dossier de l'accusation ne donnait pas une image complète des événements et de l'état mental de Brent. Leur objectif était de présenter un tableau plus complet au jury pendant le procès, en soulignant que la vie de Brent était en jeu et en plaidant contre la peine de mort. La défense s'est concentrée sur l'état d'esprit de Brent, invitant le jury à en tenir compte dans ses délibérations. Elle a informé le jury que Brent était fortement impliqué dans la consommation d'alcool, combiné à l'utilisation de Vicodin, et qu'il était aux prises avec des pensées sombres. Ils ont souligné son déclin académique, passant des meilleures notes des 3 premiers semestres à l'université à l'échec dans toutes les matières au 4e semestre. Sa vie personnelle était en plein désarroi, sa femme Michelle ayant demandé le divorce après avoir rencontré quelqu'un d'autre, Ryan Vella. Au cours du procès, la défense a révélé que Michelle était la seule confidente de Brent lorsqu'ils se sont installés à Champaign. Elle a révélé que Michelle avait lancé un ultimatum à Brent, lui demandant d'arrêter de boire sous peine de la voir partir. En réponse, Brent a rapidement consulté un psychologue, poussé par la menace de perdre sa femme. Lors des séances de conseil, il a admis que l'alcool et les substances interdites avaient un impact négatif sur sa vie, entraînant des pensées néfastes à son égard et à l'égard des autres. La défense a également mentionné le fait que Brent s'est plié à une séance de conseil le 30 mars, ce qui lui a permis d'être orienté vers un centre local de traitement des dépendances. Au cours du procès, les témoignages de la famille et des amis de Brent l'ont dépeint comme une personne très intelligente qui, à un moment donné, semblait avoir un avenir prometteur. Cependant, en l'espace de quelques mois, sa vie a pris un tournant radical et il a fréquemment exprimé un sentiment d'échec. La défense a mis l'accent sur ses problèmes de santé mentale, bien que la défense fondée sur la maladie mentale ait finalement été retirée avant le début du procès. La défense a lancé un appel passionné au jury, l'implorant de reconnaître que le meurtre de Ying, bien qu'indéniablement horrible, n'était qu'un incident tragique dans la vie par ailleurs positive et prometteuse de Brent. Ils ont imploré le jury d'épargner sa vie. Bien que le jury ait reconnu Brent coupable d'enlèvement et de fausses déclarations au FBI, il n'a pas été en mesure de se prononcer à l'unanimité sur la peine de mort. En conséquence, il a été condamné à passer le reste de sa vie dans une prison fédérale sans libération. Les circonstances entourant le procès ont été profondément pénibles pour la famille de Ying. Non seulement ils ont dû faire face à la disparition de leur fille unique, qui a subi une agression brutale, un viol et un meurtre loin de chez elle, mais l'agonie s'est poursuivie alors que ses restes n'ont toujours pas été découverts. La mère de Ying, Li-Feng Ye, avait confronté Brent lors d'une audience préliminaire, lui demandant de révéler ce qu'il avait fait de sa fille. Brent a toutefois refusé de fournir la moindre information. Le poids émotionnel de la situation s'est avéré écrasant pour Li-Feng Ye, ce qui l'a empêché d'assister régulièrement au procès. Après la condamnation de Brent, alors que la famille se tenait à l'extérieur du tribunal, Li-Feng Ye a eu du mal à se tenir debout sans aide et a eu besoin du soutien d'un proche. La brutalité infligée à sa fille et à leur famille a fait des ravages
et le chagrin palpable était évident. Tout ce que la famille de Yingying souhaitait, c'était de la retrouver et de la ramener en Chine. En novembre 2018, Brent a finalement admis avoir placé le corps démembré de Yingying dans 3 sacs à ordures et les avoir jetés dans la benne à ordures située à l'extérieur de son appartement. Malheureusement, le contenu de la benne a été récupéré et transporté dans une décharge du comté de Vermilion. Compte tenu de l'ampleur des recherches nécessaires, il est très peu probable que les restes de la jeune femme soient un jour retrouvés. La zone, d'une largeur d'environ 50 mètres, est recouverte d'au moins 30 pieds d'ordures. Nadine Lott, une jeune esthéticienne et mère de famille, a été victime d'une attaque brutale qui a tout changé. Aujourd'hui, je vais vous raconter les détails de cette nuit-là, de sa relation, de la séquence choquante des événements et des conséquences juridiques qui en ont découlé. Nadine Lott est née le 6 octobre 1989 à Arklow, en Irlande, de Claire et David Lott. Elle est l'aînée de 3 enfants. Elle a toujours essayé de prendre soin de sa famille et d'aider ses parents. Le 14 décembre 2019, un samedi, vers 4h25 du matin, Amela Kulenovic a contacté la police pour signaler une situation urgente concernant sa voisine, Nadine Lott, qui avait été poignardée. En arrivant à l'appartement de Nadine Lott, une esthéticienne trentenaire d'Arklow, Wicklow, Irlande, la police a trouvé Nadine inconsciente sur le sol de la cuisine avec de graves blessures. Claire Lott, la mère de Nadine, tentait de porter secours à sa fille. La police a rapidement appelé une ambulance, décrivant l'état de Nadine comme si elle avait été battue à mort. Amela Kulenovic a informé la police qu'elle s'était précipitée à l'appartement de Nadine après avoir entendu des cris. En entrant, elle a vu l'ex-partenaire de Nadine, Daniel Murtagh, penché sur elle et lui assénant de violents coups tout en émettant des grognements. Amela a décrit Murtagh comme un animal sauvage rongé par la rage. Elle a rapidement alerté la police et a également contacté la sœur de Nadine, Phoebe Lott, qui, avec sa mère Claire, est arrivée sur les lieux en quelques minutes. À l'arrivée de la police à l'appartement de Nadine, Daniel n'est pas présent. L'enquête a révélé que Daniel et Nadine se sont croisés pour la première fois en 2012, alors qu'ils travaillaient tous deux à Darwin, en Australie. Nadine y travaillait comme esthéticienne dans un salon de beauté et s'y plaisait, mais elle est retournée en Irlande au bout d'1 an. Daniel est rentré chez lui quelques mois après Nadine. Au départ, le couple avait l'intention de faire durer leur relation, envisageant de vivre ensemble. Cependant, la relation s'est finalement essoufflée. Par la suite, Nadine s'est installée dans un appartement à Arklow avec leur fille Kia, tandis que Daniel s'est installé chez ses parents à Dublin. Dans la nuit du 13 décembre, la police a découvert que Daniel s'était rendu à Arklow et avait passé la nuit dans l'appartement de Nadine alors que celle-ci était sortie pour fêter l'anniversaire de sa tante. Que s'est-il passé lorsque Nadine est rentrée chez elle? Le lendemain matin, à l'arrivée des secours, Nadine est rapidement transportée à l'hôpital et, quelques heures plus tard, Daniel est arrêté. À 8h30 du matin, Daniel a percuté un arbre au volant de sa Volvo, qui s'est retrouvé dans un fossé à Larag. Un passant a remarqué la voiture dans le fossé en traversant le pont Boukis à Larag et a vu Daniel debout au bord de la route. Inquiet, le passant s'est arrêté pour offrir son aide. Dans un aveu choquant, Daniel l'a informé qu'il avait tué ma femme parce qu'elle était avec mon ami. Daniel a ensuite été emmené au poste de police pour y être interrogé et, au fur et à mesure de l'entretien, des détails poignants sur les violences infligées à Nadine ont commencé à faire surface. Lorsque la police l'a interrogé sur l'état de Nadine, Daniel a prétendu qu'il ne se souvenait de rien parce qu'il était en état d'ébriété. Il a d'abord affirmé qu'il lui avait donné une gifle après une confrontation déclenchée par le fait qu'il avait bu et fumé dans son appartement. Toutefois, après un examen plus approfondi, il a fini par admettre avoir donné 5 ou 6 gifles vigoureuses, reconnaissant que certaines d'entre elles avaient été appliquées avec beaucoup de force. Conscient que la gravité des blessures de Nadine ne pouvait être attribuée uniquement à quelques gifles, les policiers ont poursuivi leur interrogatoire. Daniel, boxeur de formation, a alors avoué avoir tapé
et donné des coups de poing comme un fou à Nadine. Il a précisé « Je savais qu'elle était avec un garçon à Arklow et j'essayais juste de la faire parler. » Interrogé sur l'absence apparente de dommages à ses mains, Daniel a expliqué que ses articulations étaient conditionnées par des années de boxe. Bien qu'il se soit dit choqué et effrayé par le sang qui coulait du nez et des lèvres de Nadine, il a affirmé qu'elle était encore en vie lorsqu'il a quitté l'appartement. Nadine a reçu un coup de couteau sur le côté droit du cou et, interrogé sur le couteau découvert près d'elle, Daniel a affirmé qu'il s'agissait simplement d'un couteau à beurre qu'il avait utilisé la nuit précédente pour découper un hamburger et une saucisse enrobée de pâte à frire. Interrogé sur le lieu de l'agression, Daniel a déclaré que tout s'était déroulé dans le salon. Cependant, lorsque la police a souligné que Nadine avait été retrouvée dans la cuisine, il a suggéré qu'elle avait dû s'y rendre d'elle-même après son départ et qu'elle s'y était peut-être effondrée. La police a répliqué en informant Daniel de l'existence de traces de traînées apparentes menant à la cuisine. Malgré ces preuves, Daniel a maintenu sa position selon laquelle il n'avait agressé Nadine que dans le salon, contredisant ainsi les indices physiques relevés sur les lieux. La police lui demande avec quoi il a attaqué Nadine et il répond d'abord qu'il s'est contenté de ses poings. Daniel a ensuite déclaré à la police qu'il avait un chargeur de pompe à pneus et que le fil s'enroulait autour de ses articulations lorsqu'il la battait. Daniel a également admis qu'il avait peut-être utilisé un chargeur de cigarette dans un mouvement de type marteau. Il a nié avoir utilisé le miroir trouvé dans l'appartement de Nadine. Lorsque la police est entrée dans l'appartement, il y avait du verre brisé dans le salon, dans le couloir et dans la cuisine. Une partie du cadre du miroir a été retrouvée dans la cuisine. Lors de son dernier entretien avec la police, Daniel a raconté qu'il s'était réveillé sur le canapé au son des cris et des hurlements de Nadine. « Je lui ai donné une gifle, elle a reculé et s'est retrouvée par terre à côté de l'armoire. Debout au-dessus d'elle, il a commencé à la frapper, ne réalisant la gravité de la situation qu'en voyant le sang. » Daniel a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à Nadine, professant son amour pour elle et affirmant que c'était réciproque. Il a insisté auprès de la police sur le fait que s'il avait voulu tuer Nadine, elle serait partie. Tragiquement, 3 jours après l'agression, Nadine a succombé à ses graves blessures, sans jamais reprendre conscience, et est décédée à l'hôpital. Par la suite, Daniel a été inculpé de meurtre. Daniel plaide non coupable de meurtre mais reconnaît sa culpabilité d'homicide involontaire. Tout en reconnaissant qu'il était le seul responsable de la mort de Nadine, il a soutenu qu'il n'avait pas l'intention requise pour être accusé de meurtre. Daniel a fait valoir que l'influence de substances illicites et de l'alcool la nuit en question avait joué un rôle essentiel dans l'agression tragique de Nadine. La question centrale pour le jury était de déterminer si Daniel avait l'intention de tuer ou de blesser gravement Nadine. Dans une série d'aveux au début du procès, l'avocat de Daniel a reconnu qu'il avait illégalement ôté la vie à Nadine, admettant que c'est lui seul qui lui a infligé les blessures qu'elle a subies. Le juge a indiqué au jury que le meurtre constitue un crime d'intention spécifique, qui se produit lorsqu'une personne en tue une autre illégalement, avec l'intention de causer la mort ou des blessures graves. Bien que Daniel ait reconnu sa culpabilité pour homicide involontaire, indiquant qu'il acceptait la responsabilité d'avoir illégalement causé la mort de Nadine, il a soutenu qu'il n'avait pas l'état mental requis lors des actes en raison d'une défense qu'il a invoquée, celle de l'intoxication. Le juge a expliqué au jury que l'intoxication pouvait servir de défense pour les crimes d'intention spécifique, réduisant potentiellement une accusation de meurtre à un homicide involontaire. L'accusation a affirmé que cette affaire constituait sans équivoque un meurtre. Selon leur argument, Nadine a subi une attaque violente et soutenue dans sa propre maison de la part d'un homme qu'elle connaissait bien. L'accusation a soutenu que son ex-partenaire, nourri par la jalousie, l'a brutalement battue et poignardée. Au cours de la procédure judiciaire, il a été révélé que dans les semaines précédant la mort de Nadine, la nature de leur message indiquait le désir de Daniel d'avoir une relation, tandis que Nadine exprimait une nette réticence. Bien que n'étant pas en couple, Daniel a constamment fait référence à Nadine comme étant sa petite amie et sa future femme. Le procureur a insisté sur ce point auprès du jury en déclarant « Cela venait de sa tête, regardez les échanges WhatsApp. Ils sont clairs et sans équivoque.
Elle dit clairement qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui à ce niveau. Ce n'est pas parce qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre en Australie qu'il a pensé qu'il avait le droit de contrôler sa vie et de lui dire avec qui elle devait sortir. Le tribunal a appris qu'un peu moins de 2 semaines avant la mort de Nadine, elle avait envoyé un message explicite à Daniel, l'avertissant de ne pas la menacer et précisant que « rien ne se passera plus jamais entre nous, je tiens à ce que ce soit clair ». Ces messages témoignent de la position sans équivoque de Nadine à l'égard de leur relation. Au tribunal, Amela a témoigné de l'état dans lequel se trouvait Daniel lorsqu'elle l'a vu agresser Nadine. Elle a raconté qu'il avait les mains autour du cou et de l'épaule de Nadine. Claire, la mère de Nadine, a également témoigné, exprimant son choc à la vue de sa propre fille. Lorsque Claire est arrivée, Nadine était inconsciente, mais émettait des gargouillis et des halètements. Claire s'est assise à côté d'elle et l'a rassurée en lui disant qu'elle pouvait surmonter la situation. Malgré la réanimation, les blessures de Nadine étaient si graves qu'elles ont eu l'impression que leurs efforts étaient vains. Le tribunal a également appris qu'un policier avait conduit l'ambulance à l'hôpital, permettant aux ambulanciers de s'occuper de Nadine pendant le trajet. L'un des ambulanciers, Ian Clark, a déclaré que cet appel le hanterait tout au long de sa carrière. Il a décrit la scène à l'intérieur de l'appartement de Nadine comme si un bulldozer l'avait traversé, avec des meubles cassés éparpillés partout. Ian a déclaré qu'il s'agissait de l'une des scènes les plus horribles qu'il ait jamais rencontrées, laissant son uniforme couvert de sang lorsqu'il est parti. Nadine a été transportée au service des urgences de l'hôpital et la cour a entendu le témoignage de l'infirmière, qui a confirmé que Nadine était inconsciente à son arrivée. L'infirmière a décrit l'état de Nadine, notant que sa tête semblait disproportionnée par rapport à son petit corps, probablement en raison d'un gonflement important autour de son visage. Après un premier traitement, Nadine a été transférée à l'unité de soins intensifs. L'infirmière Leah Grant, qui travaille à l'unité de soins intensifs, a témoigné devant le tribunal, exprimant l'étendue choquante des blessures de Nadine. Leah a déclaré que Nadine était complètement méconnaissable. Elle a souligné la gravité de la situation en racontant un incident au cours duquel la mère de Nadine avait apporté une photo d'elle. Les collègues de Leah étaient incapables d'identifier la personne sur la photo, ce qui a incité Leah à montrer Nadine du doigt et à dire « c'est elle ». Les blessures étaient si graves qu'il n'y avait aucune ressemblance apparente entre la femme sur le lit d'hôpital et la Nadine de la photo. Leah a témoigné que la gravité des blessures de Nadine rendait impossible la vérification de ses pupilles, en particulier de son œil droit, qui était si enflé qu'il ne pouvait pas être ouvert. Au cours des 24 premières heures de son séjour à l'hôpital, Nadine a reçu 42 unités de sang. Leah a informé le jury que les cheveux de Nadine contenaient de nombreux éclats de verre réfléchissants et que son nez continuait à saigner de façon persistante. L'accusation a présenté à la cour la révélation stupéfiante que le corps de Nadine présentait 64 blessures distinctes qui ne pouvaient être expliquées par une intervention médicale. Le docteur Linda Mulligan, pathologiste en chef de l'État, a témoigné sur les blessures de Nadine. Le docteur Mulligan a indiqué que le décès de Nadine était dû à une encéphalopathie ischémique hypoxique, résultant d'un arrêt cardiaque provoqué par de graves traumatismes à la tête et au cou. 6 blessures comprenaient un coup de couteau sur le côté droit du cou, une incision sur le côté gauche du cou et un profond traumatisme crânien par objet contondant. Le docteur Mulligan a précisé que les blessures par objet contondant pouvaient être causées par des mains, des poings ou des pieds, et que la possibilité qu'une arme contondante ait été utilisée ne pouvait être exclue. L'examen a révélé une fracture de l'os hyoïde et des ecchymoses au niveau du cou, ce qui indique qu'une force a été appliquée au cou de Nadine. Les blessures de Nadine comprenaient également une incision sur le côté gauche du cou, allant du lobe de l'oreille gauche au côté gauche du cou. En outre, Nadine a reçu un coup de couteau sur le côté droit de son cou. La profondeur de la blessure, 5 cm, indique l'utilisation d'un couteau ou d'un objet en forme de couteau. Le tribunal a été informé des autres blessures subies par Nadine, notamment des fractures de l'os nasal, des fractures de la mâchoire inférieure et du sang suintant des 2 narines. Le traumatisme contondant
a entraîné des ecchymoses sur l'œil droit et le côté de la tête, un gonflement important avec des lacérations sur l'œil gauche et une pulvérisation des muscles faciaux du côté gauche. Le cerveau de Nadine présentait un gonflement diffus, une capacité d'expansion limitée, des lésions des cellules nerveuses et une décoloration du tronc cérébral. Le docteur Mulligan, résumant ces constatations, a conclu que les blessures indiquaient une agression soutenue impliquant des traumatismes contondants et tranchants. Stephen Clifford, médecin légiste, a déclaré que la quantité d'éclaboussures de sang trouvée dans la cuisine suggérait une agression soutenue, alors que Nadine se trouvait sur le sol de cette pièce. L'accusation a soutenu que Nadine avait été attaquée non seulement dans le salon, mais aussi dans la cuisine. La défense a affirmé que l'incident violent qui a conduit au bain de sang n'aurait pas eu lieu si Daniel n'avait pas été sous l'influence de l'alcool et de substances illicites. Devant le tribunal, Daniel a affirmé que Nadine et lui s'étaient réconciliés à plusieurs reprises depuis leur retour d'Australie et qu'ils étaient ensemble au moment de la mort de Nadine. Selon Daniel, ils étaient en couple depuis plusieurs semaines et prévoyaient d'annoncer la nouvelle à leur famille à Noël. Daniel a admis avoir consommé de la drogue dans les heures qui ont précédé l'incident. Il a attribué à cette consommation la cause de l'agression brutale et violente qu'il a perpétrée contre Nadine. Dans son réquisitoire, le procureur a imploré le jury de rendre un verdict de culpabilité pour meurtre en soulignant l'intention manifeste dont témoignaient les actes de Daniel. De son côté, la défense a exhorté le jury à se concentrer sur l'aspect intentionnel en le présentant comme le principal enjeu de l'affaire. Elle a demandé au jury de considérer le niveau d'intoxication le soir de l'incident comme une circonstance atténuante. Le 5 août 2021, le jury de la Cour pénale centrale a déclaré à l'unanimité Murtagh coupable du meurtre de Lot, rejetant sa défense après près de 6 heures de délibération étalée sur 2 jours. Il a ensuite été condamné à la prison à vie le 4 octobre 2021, conformément à la loi. Lors du prononcé de la sentence, Claire Lott a fait une déclaration sur l'impact de son acte sur la victime, expliquant que la famille de Lott est hantée par la terreur, la peur et la panique de Nadine lors de l'attaque prolongée et diabolique de cette nuit fatidique. Elle a souligné que la famille s'occupe désormais de conseils traumatiques au lieu de passe-temps, qu'elle connaît des terreurs nocturnes et des nuits sans sommeil, et qu'elle voit la vie remplacée par une simple existence. En outre, il a été révélé lors de l'audience de détermination de la peine que Murtagh avait déjà fait l'objet de 9 condamnations, dont une en 2011 pour comportement menaçant et abusif. Les funérailles de Nadine Lott ont eu lieu le 22 décembre à l'église St. Mary and Peter's Church à Arklow. Près de milliers de personnes ont assisté à la cérémonie à l'église et des centaines d'autres se sont rassemblées à l'extérieur. Après la cérémonie, elle a été enterrée au cimetière Saint-Gabriel. Dans la soirée du 31 janvier 2019, un jeudi, Libby Squire, 21 ans, étudiante en philosophie à l'université de Hull, dans le Yorkshire de l'Est, en Angleterre, a rejoint à contre-cœur ses amis pour une soirée à Hull. Bien qu'ayant un cours tôt le matin le lendemain, elle ne voulait pas décevoir ses amis. Libby vivait en colocation près de l'université. Tout au long de la soirée, Libby est restée en contact avec son petit ami, James Pye. Le dernier SMS qu'il a reçu d'elle date de 10h30. Des inquiétudes sont apparues le lendemain, le 1er février, lorsque James, les amis et la famille de Libby ont tenté de la joindre, mais en vain. Ils se sont rendus à son domicile, où ils ont constaté qu'elle n'était pas là. Les forces de l'ordre ont interrogé les amis de Libby et ont appris qu'elle n'était pas en leur compagnie lorsqu'ils ont quitté le club ce soir-là. Selon ses amis, Libby s'était vue refuser l'entrée de la boîte de nuit Welly à Hull parce que le personnel de sécurité à la porte la soupçonnait d'être en état d'ébriété. Pour assurer sa sécurité, ses amis se sont arrangés pour qu'un taxi la ramène à sa résidence de Wellesley Avenue. L'enquête de police qui s'ensuit comprend une fouille du quartier qui aboutit à la découverte des clés de Libby dans le jardin d'un voisin. Les autorités ont recueilli des images de vidéosurveillance des environs et interrogé de nombreux témoins. Grâce à ces efforts, elles ont déterminé que Libby était bien arrivée chez elle dans le taxi, mais qu'en sortant du véhicule, elle avait marché dans la rue sans entrer dans sa maison.
Sur la base des informations obtenues à partir des images de vidéosurveillance et des déclarations des témoins, la police suivait une piste spécifique concernant la disparition de Libby, croyant fermement qu'elle avait identifié la personne responsable. Cependant, bien qu'elle sache qui est la personne impliquée, on ne sait toujours pas où se trouve Libby. 7 semaines après sa disparition initiale, son corps a été découvert dans l'estuaire du Humber, situé entre Spurn Point et Grimsby. Un homme, Powell Relowich, âgé de 26 ans, a ensuite été arrêté. Il avait été interrogé quelques jours après le signalement de la disparition de Libby, mais avait été relâché à ce moment-là. Powell, originaire de Pologne, résidait à Hull avec sa femme et ses 2 jeunes enfants et travaillait comme boucher pour Carrow Foods à Malton, dans le Yorkshire du Nord. Il a déclaré à la police qu'il avait rencontré Libby en train de pleurer dans la rue et qu'il lui avait proposé de la ramener chez elle. Cependant, il a affirmé l'avoir déposée près d'un terrain de jeu parce qu'elle ne se sentait pas bien, et c'est la dernière fois qu'il l'a vue. Il a dit à la police « Je n'ai rien à cacher, vérifiez les caméras ». La police a vérifié les caméras et il a été inculpé de viol et de meurtre. Powell a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Selon l'accusation, Libby est rentrée chez elle cette nuit fatidique dans un état de vulnérabilité extrême. Il faisait un froid glacial, elle s'est retrouvée seule, en état d'ébriété, et avait accidentellement laissé tomber ses clés de maison dans le jardin de son voisin. Le procureur a insisté auprès de la cour sur le fait que Libby était probablement en état d'hypothermie et de profonde détresse à ce moment-là. Ayant perdu ses clés de maison, elle était en larmes, tombant à plusieurs reprises sur le sol alors qu'elle tentait de marcher. De nombreux témoins ont rencontré Libby et ont directement observé l'état de détresse dans lequel elle se trouvait cette nuit-là. Au cours du procès, les jurés ont entendu les récits de plusieurs témoins qui avaient vu Libby ou interagi avec elle après que le taxi l'ait déposée devant sa résidence. La cour a été informée qu'un étudiant nommé George Thompson avait vu Libby sortir du taxi, décrivant comment elle était tombée à plat sur son visage, était restée au sol pendant environ 10 secondes et avait lutté pour marcher, trébuchant partout. Les voisines de Libby, les étudiantes Anna Wright et Emma Halshaw, l'ont rencontrée après qu'elle soit descendue du taxi. Elles ont déclaré l'avoir entendue pleurer et sangloter devant sa maison et l'ont invitée à entrer. Cependant, Libby a choisi de ne pas entrer. Les témoignages de Roland Jacobs et d'Alan Jones révèlent qu'ils ont arrêté leur voiture alors qu'ils rentraient de chez eux après un match de fléchettes et qu'ils ont vu Libby à terre. Inquiets pour son bien-être, ils se sont approchés d'elle pour lui offrir leur aide. Roland a indiqué que Libby marmonnait, ce qui rendait difficile la compréhension de ses paroles. À un moment donné, elle lui a demandé de s'allonger avec elle, et lorsqu'elle a demandé un câlin, il a refusé, ce qui l'a amené à utiliser un langage offensant. Bien qu'ils aient passé une dizaine de minutes à essayer de l'aider, ils se sont sentis impuissants et ont fini par partir. Un autre témoin, Lorna Allen, a raconté avoir vu Libby allongée sur le sol, pleurant et criant, près d'un arrêt de bus peu avant minuit le 31 janvier. Lorna a décrit Libby comme ayant du mal à s'exprimer, parlant toute seule et semblant très intoxiquée. Au cours du procès, la cour a été informée que pendant que Libby errait dans les rues en détresse, Powell circulait dans les environs à la recherche d'une occasion. L'accusation a soutenu que Powell avait repéré Libby juste après minuit. Le jury a pris connaissance d'images de vidéosurveillance obtenues par la police, montrant la Vauxhall Astra argentée de Powell se déplaçant dans les environs, parfois en décrivant des cercles. Le jury a pris connaissance des antécédents de Powell, notamment de plusieurs cambriolages à motivation sexuelle dans les mois précédant la disparition de Libby, au cours desquels il conservait des objets volés comme trophées. La police a découvert des sous-vêtements et des jouets intimes volés à des femmes lorsqu'elle l'a arrêté dans le cadre du meurtre de Libby. Dans sa voiture, ils ont trouvé un sac contenant ces objets, ainsi que des photographies de jeunes femmes. Interrogé au sujet du sac, Powell a d'abord prétendu l'ignorer, avant de déclarer qu'il l'avait oublié et qu'il ne savait pas d'où il provenait, ni depuis combien de temps il se trouvait là. Au cours de l'année qui a précédé la disparition de Libby, Powell s'est exhibé devant des femmes en public
et a regardé par la fenêtre, selon les preuves présentées au tribunal. Le jury a été informé qu'une étudiante avait vécu une expérience éprouvante lorsqu'elle avait vu le visage d'un homme regarder par la fenêtre alors qu'elle s'habillait. Le visage de l'homme était à quelques centimètres de la fenêtre, ce qui lui a causé une peur considérable. Elle a identifié cet individu comme étant Powell. Une autre femme a déclaré avoir vu Powell à sa fenêtre, l'observant pendant un moment intime avec son petit ami. Lorsque sa colocataire est revenue plus tard dans la nuit, elle a découvert un contraceptif usagé accroché à la porte d'entrée, ainsi que des sous-vêtements féminins dans la boîte aux lettres. Une autre victime a trouvé un contraceptif non emballé et une paire de sous-vêtements féminins à côté du jouet de son enfant. Au cours du procès, le médecin légiste Nicolas Taylor a déclaré que l'ADN et les fluides corporels de Powell avaient été détectés sur les sous-vêtements féminins. Elle a indiqué au jury que cette découverte suggérait un contact intime avec les sous-vêtements, ce qui pourrait indiquer que Powell les avait portés. La cour a appris que, selon l'accusation, Libby est entrée dans la voiture de Powell après minuit et a été conduite jusqu'au terrain de jeu d'Oak Road. Bien qu'il y ait des images de vidéosurveillance montrant Libby en train de monter dans la voiture, aucune autre image n'était disponible après son arrivée sur les terrains de jeu. L'accusation a soutenu que Powell avait ensuite agressé sexuellement Libby et l'avait jetée, morte ou mourante, dans les eaux froides de la rivière Hull. Il pense que le corps de Libby a ensuite dérivé vers la mer à partir de cet endroit. Pour étayer sa thèse selon laquelle Libby a été agressée sexuellement sur les terrains de jeu, l'accusation a appelé Sam Alford à témoigner. Sam, qui résidait à proximité des terrains de jeu, a déclaré avoir entendu les cris désespérés d'une femme provenant de la rivière. Selon la procédure judiciaire, un homme a ensuite été vu émergeant de l'obscurité et s'enfuyant de la scène. L'accusation a affirmé qu'elle pensait que la femme qui criait était Libby et que l'homme vu en train de s'enfuir était Powell. Il est à noter que Libby n'a pas été filmée sur d'autres images de vidéosurveillance après les terrains de jeu. L'accusation a également soutenu que Powell avait des griffures visibles sur le visage, affirmant qu'elles avaient été infligées par Libby alors qu'elle luttait pour sa vie. Résumant son argumentation, l'accusation a indiqué au jury que les preuves permettaient de conclure que Libby a été violée par un homme dont la seule motivation pour entrer en contact avec elle cette nuit-là était de l'emmener loin de tout danger dans un endroit isolé qu'il connaissait bien et de la soumettre à ses pulsions sexuelles incontrôlables. L'accusation a rencontré des difficultés pour déterminer la cause exacte de la mort de Libby, comme cela a été souligné au cours du procès. Le docteur Matthew Lyall, médecin légiste, a déclaré que la cause de la mort de Libby ne pouvait être établie de manière concluante. Son corps avait été immergé dans l'eau pendant près de 2 mois, ce qui rendait impossible de déterminer si elle était vivante ou décédée lorsqu'elle est entrée dans l'eau en raison de la décomposition. Une ecchymose évidente a été observée à l'intérieur de sa cuisse droite. Un examen plus approfondi a révélé 2 lacérations à l'intérieur de la lèvre supérieure, indiquant un traumatisme contondant. De petites hémorragies ont été constatées autour de la bouche, ce qui, selon les informations fournies à la cour, pourrait suggérer une compression du cou ou de la bouche. Toutefois, il a également été indiqué que ces lacérations pouvaient s'être produites dans l'eau ou dans la vie à proximité du moment de la mort. Le docteur Lyall a déclaré qu'il aurait pu y avoir d'autres blessures sur son corps, mais que nous ne pouvions pas les voir. La cour a reçu des témoignages concernant 3 causes potentielles de décès pour Libby: l'hypothermie, la noyade et l'asphyxie. En ce qui concerne l'hypothermie, le docteur Lyall a expliqué à la cour que dans un environnement communautaire, la mort par hypothermie peut survenir si une personne n'est pas suffisamment vêtue, si ses vêtements sont mouillés ou si elle a consommé de l'alcool. Les analyses toxicologiques ont révélé que Libby avait 198 mg d'alcool par 100 ml de sang, ce qui dépasse la limite légale de 80 mg pour la conduite d'un véhicule. Le docteur Lyall n'a pas pu attribuer définitivement la mort de Libby à l'hypothermie, mais il n'a pas non plus pu l'exclure. En CE qui concerne la noyade, le docteur Lyall a noté qu'il peut être difficile d'établir quelle est la cause du décès, en particulier dans les CA
où il n'y a pas eu de témoin direct. Les signes classiques de la noyade sont la présence d'écume ou de mousse sortant de la bouche, des poumons bien dilatés masquant le cœur et des craquements dans les poumons. Dans le cas de Libby, le docteur Lyall a indiqué que les poumons étaient légèrement craquelés, mais qu'ils n'étaient ni humides ni très dilatés. De plus, il n'y avait pas d'écume sortant de la bouche. Par conséquent, le docteur Lyall ne pouvait pas affirmer de manière concluante que la noyade était la cause du décès de Libby. L'examen des blessures de Libby par rapport à la possibilité que l'asphyxie soit la cause du décès a révélé certaines constatations. Il n'y avait aucune trace d'hémorragie dans le cerveau ou le crâne, et les os du visage, y compris l'os en forme de fer à cheval situé derrière la langue, étaient intacts. Les blessures, telles que les abrasions sur le front, le nez et les paupières de Libby, ont été jugées compatibles avec le mouvement post-mortem du corps dans l'eau, selon le docteur Lyall. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de petites zones de saignement dans les yeux ou sur la surface intérieure des lèvres, qui pourraient être des indicateurs d'une interruption physique comme l'asphyxie ou la strangulation. Toutefois, leur absence ne permet pas d'exclure définitivement l'asphyxie, car ces indicateurs ont tendance à disparaître relativement vite, surtout après la mort. En résumé, l'hypothermie, la noyade et l'asphyxie ont toutes été considérées comme des causes possibles de la mort, mais la cause réelle est restée indéterminée. La Cour a également appris que des cellules de liquide séminal correspondant au profil ADN de Powell avaient été trouvées dans des prélèvements effectués à l'intérieur du corps de Libby. Au cours du procès, la Cour a entendu le témoignage de personnes proches de Powell qui ont fourni des détails potentiellement incriminants. L'ami de Powell a déclaré que ce dernier l'avait informé qu'il avait proposé à une fille à l'arrêt de bus de le raccompagner chez lui et qu'elle lui avait fait des avances. Le collègue de Powell a également déclaré que Powell avait proposé à une fille de la raccompagner chez elle, mais qu'elle avait commencé à se comporter bizarrement, se déshabillant dans sa voiture. Powell lui aurait demandé de partir. Un autre élément de preuve a été apporté par le voisin de Powell, qui a témoigné en faveur de l'accusation. Il a affirmé avoir vu Powell nettoyer les tapis de sa voiture dans l'après-midi du 1er février, décrivant cette action comme inhabituelle par un jour de froid glacial. Pour évaluer la vulnérabilité de Libby cette nuit-là, le professeur Charles Deakin a apporté un témoignage d'expert, affirmant que Libby n'aurait eu qu'une capacité limitée à se défendre. Il a expliqué au jury qu'en raison de la consommation d'alcool, Libby aurait probablement eu les mains engourdies et une mauvaise coordination, ce qui l'aurait rendue instable sur ses pieds et sujette à la fatigue. En outre, son jugement, son équilibre et sa capacité à échapper à des menaces potentielles auraient été considérablement altérés, ce qui l'aurait rendu vulnérable. Dans son réquisitoire, le procureur a exhorté les jurés à tenir compte des circonstances entourant l'état de Libby cette nuit-là, intoxiqué et transi de froid, visiblement en détresse et ayant besoin d'aide. Des témoins avaient attesté l'avoir vue pleurer, allongée sur le sol et grelottante. Le procureur a invité le jury à réfléchir à ce qui aurait pu se passer après que Libby soit entrée dans la voiture de Powell. Était-il plausible que, dans cet état de vulnérabilité, elle quitte volontairement la chaleur de la voiture pour s'allonger dans la neige froide et se livrer à une activité consensuelle avec Powell? Le procureur a souligné au jury. C'est, selon nous, une proposition absurde. Renforçant encore l'argumentation, le procureur a rappelé au jury l'histoire de Powell, soulignant qu'il n'était pas un sauveur mais plutôt un individu cherchant à satisfaire ses propres pulsions sexuelles. La défense a soutenu que Powell avait rencontré Libby cette nuit-là, lui avait proposé de la raccompagner chez elle et s'était livré à une activité consensuelle avec elle. Elle a soutenu qu'il s'était arrêté sur les terrains de jeu lorsqu'elle s'est sentie mal et qu'elle était encore en vie lorsqu'il l'a quittée. La défense a suggéré la possibilité que Libby se soit suicidée. Au cours du procès, Powell a témoigné à la barre. Selon son récit, il a proposé à Libby de la raccompagner chez elle lorsqu'il l'a vue pleurer dans la rue, exprimant ainsi sa compassion à son égard. Powell a déclaré qu'il l'avait trouvée sur le trottoir de Beverly Road, pleurant et criant, et qu'il voulait l'aider. Il a affirmé que la relation sexuelle qu'ils ont eue était consensuelle.
Le jury a visionné des images de vidéosurveillance montrant Libby et Powell marchant sur Beverly Road avant de se rendre en voiture sur les terrains de jeu d'Oak Road. Powell a admis avoir circulé cette nuit-là avec l'intention de trouver une femme pour des relations intimes. Il a également avoué avoir volé des sous-vêtements féminins et des jouets intimes et avoir observé des personnes à travers les fenêtres. Powell a expliqué qu'il avait initialement dissimulé ces informations parce qu'il craignait qu'elles n'entraînent des problèmes dans son mariage. Selon le témoignage de Powell, il a supposé que Libby avait peut-être ingéré quelque chose ou qu'on lui avait mis quelque chose dans son verre, car son comportement semblait inhabituel. Lorsqu'il lui a proposé de la raccompagner, Libby lui a donné la main et ils ont marché jusqu'à la voiture. Powell a remarqué qu'elle semblait plus à l'aise dans la voiture chaude. Cependant, alors qu'il conduisait, il a affirmé que Libby avait fait des gestes indiquant qu'elle voulait vomir, ce qui l'a incité à s'arrêter près des terrains de jeu d'Oak Road. Powell a raconté que lorsque la voiture s'est arrêtée, Libby a essayé de sortir mais est tombée, s'est agenouillée dans la neige et a pleuré. Selon son témoignage, lorsqu'il est parti en voiture, Libby marchait sur le trottoir et il ne l'a plus revue. De retour chez lui, Powell a pris un bain et regardé un film. Inquiet du bien-être de Libby, il est retourné sur le terrain de jeu pour s'assurer qu'elle n'était pas couchée quelque part, mais il n'a rien trouvé. Au cours du procès, la cour a appris que Libby avait été confrontée à des problèmes de santé mentale dans le passé. Une déclaration de la mère de Libby, Lisa Squire, a été lue à la cour, révélant les antécédents de Libby en matière de santé mentale, notamment des troubles de l'alimentation et une dépression. Toutefois, Lisa a indiqué que sa fille avait peur de l'eau depuis l'enfance, qu'elle évitait les piscines même en vacances et qu'elle avait généralement peur de l'obscurité. Lisa ne pensait pas que sa fille se serait suicidée. Des extraits du dossier médical de Libby ont été présentés à la cour, confirmant ses problèmes de dépression et d'anxiété. En outre, il a été révélé que Libby avait recherché diverses méthodes pour mettre fin à ses jours et qu'elle avait envisagé le suicide, notamment en pensant à se jeter dans une rivière. Même l'équipe juridique de Powell a qualifié son comportement passé de tellement grossier et extrêmement effrayant. Cependant, la défense a fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve d'une quelconque attaque violente contre Libby. L'avocat de Powell a soutenu que ce dernier avait profité de Libby et l'avait trompé, mais qu'il n'avait pas commis de viol ou de meurtre. La défense a évoqué la possibilité que Libby se soit suicidée en tombant dans la rivière. Dans son réquisitoire, l'avocat a invité le jury à se demander si les mensonges de Powell pouvaient avoir une explication innocente en déclarant « Parfois, ceux qui ne sont pas coupables mentent ». Il a reconnu que Powell n'aurait pas dû laisser Libby seule cette nuit-là, compte tenu de son état, mais il a suggéré que Powell avait peut-être menti sur sa rencontre avec elle pour protéger sa famille. La plaidoirie de l'avocat visait à mettre en doute les arguments de l'accusation en soulignant l'absence de preuves concluantes liant Powell au crime présumé. Le jury a été invité à délibérer et n'est pas parvenu à une décision unanime. La juge, Madame Lambert, a donc déclaré au jury composé de 7 femmes et de 5 hommes qu'elle accepterait des verdicts majoritaires de 10 à 2 ou 11 contre 1. Le jury a déclaré Powell coupable de viol à l'unanimité et coupable de meurtre par un verdict majoritaire de 11 contre 1. Après la condamnation, la mère de Libby, Lisa Squire, a déclaré « Il n'y a pas de mots pour expliquer la torture que représente le fait de vivre sans ma Libby. Non seulement j'ai perdu mon premier enfant avec lequel j'avais un lien extraordinaire, mais j'ai aussi perdu la possibilité d'être la grand-mère de ses enfants. Savoir qu'au cours de sa dernière heure de vie, Libby avait besoin de moi mais que je n'étais pas là pour elle me hantera jusqu'à la fin de mes jours. À cause de ce qui est arrivé cette nuit-là à Libby, je vis désormais dans 2 mondes. Un monde où je suis mère, épouse et employée, et un monde sombre et solitaire. Dans ce monde, j'aspire à mourir pour pouvoir être avec ma fille une dernière fois. » Le tribunal a également reçu le témoignage de Russ, le père de Libby, qui a fait part de sa difficulté à voir les photos de Libby après sa mort. Au cours du prononcé de la peine,
Le juge s'est adressé à Powell, soulignant qu'avant le meurtre de Libby, ses actes criminels s'étaient multipliés avec une audace croissante et la certitude qu'ils ne seraient pas appréhendés. Le juge a noté que Powell fixait ostensiblement les femmes, même après avoir été remarqué par elles. Le juge a exprimé sa certitude que l'intention de Powell était de cacher le corps de Libby, en souhaitant qu'il soit emporté en mer et qu'il ne soit jamais découvert. Powell a été condamné à une peine minimale de 27 ans pour meurtre et à une peine concurrente de 18 ans pour viol. Dans la soirée du 18 mars 2009, un jeudi, Suzy Cooper se trouve au Nag's Head, un pub situé à Heworth, York, Royaume-Uni. Elle attend avec impatience l'arrivée de sa chère amie Claudia Lawrence, avec qui elle a prévu de partager un verre, un événement habituel pour les amis proches qui se sentent plus comme des sœurs. Alors que Suzy attend patiemment, aucun signe de Claudia n'apparaît. Inquiète, Suzy a supposé que Claudia était peut-être en retard et lui a envoyé un message. Ne recevant pas de réponse, elle a décidé d'appeler Claudia, mais s'est aperçue qu'elle était tombée directement sur la messagerie vocale. Il semblait inhabituel que Claudia manque leur rendez-vous, ce qui a conduit Suzy à envisager la possibilité que Claudia se soit simplement endormie. Claudia occupait le poste de chef cuisinier à l'université de York, ce qui l'obligeait à se lever tôt en raison de la nature de son travail. Après avoir obtenu son poste, elle s'est installée à Heworth Road, où elle vivait seule dans une modeste maison à terrasse. Profitant de sa solitude, Claudia aimait s'adonner à diverses activités. Elle fréquentait souvent des amis au pub Nag's Head et consacrait du temps à sa passion pour l'équitation, un hobby qu'elle cultivait depuis l'enfance. Pendant ses jeunes années, Claudia a eu un poney et la maison familiale de Malton, une ville marchande du Yorkshire du Nord, comportait un enclos. L'éducation de Claudia, cadette de 2 filles, a été marquée par la joie et l'épanouissement. Sa sœur Ali était de 3 ans son aînée. Les parents de Claudia, Peter et Joanne, leur ont offert une vie merveilleuse et une éducation de qualité dans une école privée. Au-delà du confort matériel, Claudia et sa sœur ont appris les valeurs profondes de la gentillesse et de l'amour. Leur maison est devenue un refuge pour les animaux dans le besoin, inculquant à Claudia une disposition compatissante et nourricière qui s'est maintenue jusqu'à l'âge adulte. Malgré le divorce de ses parents à l'âge adulte, Claudia a gardé des liens étroits avec son père, avocat dans la ville, et avec sa mère. Ce soir-là, Claudia ne s'est pas présentée au Nag's Head et Suzy, sans nouvelles d'elle, s'inquiète de plus en plus. Le lendemain matin, Suzy décide d'aller voir Claudia une nouvelle fois, estimant qu'il est très inhabituel que Claudia manque une réunion sans donner de nouvelles. Cette fois, sa tentative d'appeler Claudia a donné lieu à une découverte plus troublante. Le téléphone de Claudia avait été éteint. Suzy s'en est immédiatement inquiétée, car Claudia était connue pour avoir toujours son téléphone à portée de main et pour envoyer des SMS en permanence. Inquiète pour le bien-être de Claudia, Suzy a contacté Peter, lui faisant part de son incapacité à joindre Claudia. Inquiet lui aussi, Peter a accepté de se rendre chez Claudia pour enquêter sur la situation. Il craint que Claudia n'ait eu un accident chez elle ou, pire encore, qu'elle n'ait été menacée par un intrus. Inquiet, Peter prend l'initiative de contacter l'université de York, où Claudia occupe un poste de chef cuisinier et où elle devait travailler ce jeudi-là. Malheureusement, les nouvelles qu'il reçoit sont décourageantes. Claudia ne s'est pas présentée au travail ce jour-là. En arrivant chez Claudia, Peter observe une scène apparemment normale. 6 pantoufles étaient soigneusement placées près de la porte, la vaisselle empilée et son lit impeccablement fait. Les bijoux qu'elle portait toujours, en dehors des heures de travail, étaient présents, de même que son passeport et ses cartes bancaires. En revanche, son téléphone et son sac à dos brillaient par leur absence. Claudia avait l'habitude de porter son sac à dos au travail, l'utilisant pour transporter ses blancs de cuisine. Il est donc possible qu'elle soit partie travailler comme prévu le matin du 18 mars, et son absence suggère que quelque chose de fâcheux a pu se produire pendant le trajet. Conscient de l'urgence de la situation, Peter a rapidement contacté la police, signalant officiellement la disparition de Claudia. Dès le début, l'affaire présente des particularités qui suscitent une réaction inhabituelle de la part de la police.
Bien que Claudia soit une femme de 35 ans et qu'il n'y ait pas de signes immédiats d'actes criminels, les forces de l'ordre ont immédiatement lancé des recherches. D'ordinaire, dans les affaires impliquant des adultes, en particulier lorsqu'il n'existe aucune preuve apparente d'actes répréhensibles, les autorités adoptent une approche plus patiente, envisageant la possibilité que les individus fassent une pause ou prennent un peu de temps pour eux et réapparaissent plus tard. Cependant, dans le séas de Claudia, la police était encline à croire le contraire. Claudia avait été vue pour la dernière fois un mercredi, après avoir parlé au téléphone avec Peter et Joanne le soir même. Au-delà de cette date, ses allées et venues sont devenues un mystère, ne laissant aucun indice discernable. Consciente de l'urgence de la situation, la police a agi rapidement, déployant près de 200 agents pour ratisser les environs du domicile de Claudia et l'itinéraire qu'elle empruntait habituellement pour se rendre à son travail. De plus, ils ont minutieusement revu les événements de la journée où elle a été vue pour la dernière fois, dans l'espoir de découvrir des faits inhabituels susceptibles de faire la lumière sur sa disparition. Le mercredi précédent, Claudia a été filmée par la télévision en circuit fermé alors qu'elle quittait son travail peu après demi-tiers. Son retour à la maison, d'une durée de 45 minutes, a été filmé par plusieurs caméras de vidéosurveillance le long du trajet. Pendant son trajet, elle a posté une lettre et un collègue qui l'a aperçue lui a proposé de la raccompagner. Claudia a décliné l'offre, est arrivée chez elle peu avant 3 heures, est entrée brièvement à l'intérieur et a été observée à nouveau en train de marcher vers son domicile 3 minutes plus tard. Plus tard, dans la soirée, Claudia a passé un appel téléphonique de routine à son père, Peter, suivi d'un autre appel à sa mère, Joanne. Les 2 conversations ont été banales, dépourvues de tout contenu alarmant ou angoissant et conformes à la nature habituelle de leurs interactions. Au cours de l'appel avec Joanne, Claudia a mentionné qu'elle avait l'intention de se coucher bientôt, en prévision d'un travail matinal qui devait commencer à 6 heures du matin. Au cours de leur conversation, elles ont échangé des détails sur le fait qu'elles regardaient la même émission de télévision, Location, 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 et ont fait des projets pour la fête des mères. Claudia a conclu l'appel par un simple « bonne nuit », un échange apparemment ordinaire qui a tragiquement marqué la dernière conversation entre Joanne et sa fille. Le même soir, Claudia envoie un SMS depuis son téléphone à 8h23. Environ 1 heure plus tard, un ami chypriote lui a envoyé un message auquel Claudia n'a pas répondu. Son téléphone a été éteint à 12h10. Selon l'enquête de la police, Claudia s'est probablement réveillée comme prévu le lendemain matin, se préparant à quitter son domicile avec son sac à dos et son téléphone. Les forces de l'ordre ont émis l'hypothèse qu'un incident s'était produit le 19 mars entre Heworth Road et Goodricke College. Un cycliste a fourni un élément d'information essentiel en signalant avoir vu une femme ressemblant à Claudia en train de discuter avec un homme près de la sous-station électrique de Melrose Gate à 5h35 du matin. Cette heure coïncide avec la présence habituelle de Claudia à cet endroit, le pont étant situé à 10 minutes de marche de son domicile. L'homme, désigné par la police comme un fumeur de gauche, a été au centre de l'attention lors de cette observation. Bien que ce témoignage semble significatif, la caméra de vidéosurveillance des magasins de Melrose Gate, située un peu plus loin, n'a pas enregistré d'image de Claudia pendant cette période. Un autre témoin a rapporté avoir vu un homme et une femme se disputer sur l'accotement, à côté d'un véhicule garé sur University Way, à peu près à l'heure où Claudia était censée commencer son travail. Malgré les efforts de la police, y compris les recherches dans la zone et les appels publics à l'information, personne ne s'est manifesté avec des détails pertinents concernant ces observations. Les enquêtes n'ont donné aucune indication sur ce qui aurait pu arriver à Claudia. Aucune scène de crime n'a pu être identifiée et l'incertitude persiste quant à savoir si Claudia avait disparu depuis le mercredi soir ou si elle était effectivement partie travailler le jeudi matin. Les circonstances mystérieuses entourant sa disparition se sont aggravées, laissant les enquêteurs et les personnes préoccupées par le sort de Claudia dans l'incertitude. Plusieurs erreurs dans le traitement du dossier de Claudia ont entravé les efforts de recherche. Une erreur notable a été la diffusion d'une photographie en ligne
et par les agences de presse qui représentaient Claudia avec des cheveux blonds. Or, au moment de sa disparition, Claudia avait les cheveux foncés. Cette erreur a pu semer la confusion dans l'esprit de ceux qui tentaient de l'identifier. Pour compliquer encore les choses, Claudia ne possédait pas de smartphone et n'avait pas de compte sur les médias sociaux. Cette absence de traces numériques a compliqué la tâche de la police pour retracer ses derniers déplacements, ce qui l'a empêché d'établir une chronologie complète des événements ayant conduit à sa disparition. La police a examiné les images de vidéosurveillance dans les environs de la résidence de Claudia et a découvert des détails intrigants. Le mercredi, à 7h15, un homme portant un sac à dos est entré dans l'allée située derrière la maison de Claudia et n'y est resté qu'une minute. Ce qui ajoute à sa particularité, c'est son comportement qui consiste à reculer et à attendre qu'un passant s'éloigne avant de sortir, ce qui laisse supposer qu'il voulait éviter d'être vu. Jeudi, à 5h07, un autre homme a été filmé en train d'entrer et de sortir de la même allée en l'espace d'une minute. En raison de la qualité limitée des images, il n'est pas certain qu'il s'agisse du même individu dans les deux CA. Curieusement, aucun homme ne s'est jamais manifesté en rapport avec ces observations. À 5h42, les images de la vidéosurveillance montrent une Ford Focus de couleur claire circulant sur Heworth Road en direction de la maison de Claudia. À un moment donné, on peut voir les feux stop de la voiture s'allumer, ce qui indique que le conducteur est en train de freiner. La police a émis l'hypothèse que le conducteur du véhicule s'était peut-être arrêté pour aller chercher Claudia à son domicile. Mais là encore, ni la voiture ni son propriétaire n'ont été retrouvés. Lors de la perquisition au domicile de Claudia, aucun objet de valeur n'a été découvert. Cependant, une empreinte digitale partielle non identifiée a été trouvée dans la voiture, ce qui ajoute une nouvelle couche de mystère à l'enquête. 6 semaines après la disparition de Claudia, la police a décidé d'ouvrir une enquête pour suspicion de meurtre. Cette décision a été prise en raison de l'absence de preuves indiquant que Claudia était vivante ou décédée. Au cours de la recherche de Claudia, la couverture médiatique a évolué, influençant la perception de l'affaire par le public. Au départ, il s'agissait d'une jeune femme travailleuse et amicale qui avait disparu sur le chemin du travail, ce qui avait suscité une grande inquiétude et un désir collectif de découvrir la vérité. Le scénario de la disparition d'une femme sur le chemin du travail a touché une corde sensible, déclenchant la peur et la panique au sein de la communauté, car les gens pouvaient facilement compatir, envisageant la possibilité qu'un tel incident puisse arriver à n'importe qui. Le récit de l'affaire Claudia a pris un tournant important lorsque des détails sur sa vie privée sont apparus, révélant de multiples relations avec des hommes, dont certains étaient mariés. Certains reportages sont passés de la disparition d'une belle et sympathique jeune fille à celle d'une briseuse de ménage. Comme certaines des relations de Claudia étaient avec des hommes mariés, ceux-ci n'ont bien sûr pas souhaité coopérer à l'enquête, d'où le mystère, les rumeurs et les allégations qui ont entouré l'affaire, et certaines personnes, encore aujourd'hui, refusent de partager des informations pertinentes. Les relations de Claudia n'auraient pas dû changer quoi que ce soit à la couverture de cette affaire. Claudia était célibataire et n'avait pas d'enfant. 6 relations n'auraient pas dû être utilisées pour faire la une des journaux et pour faire parler d'elle. Ceux qui connaissaient Claudia savaient qu'elle était une amie aimante et attentionnée. La seule raison pour laquelle ces relations devraient être pertinentes est de savoir si l'un de ces hommes était ou non impliqué dans sa disparition. Et c'est pourquoi le secret qui entoure certaines de ces relations a contrarié les efforts déployés pour retrouver Claudia. La réalité est que ce mercredi soir, elle n'est peut-être pas allée se coucher dans sa propre maison. Elle a peut-être rencontré quelqu'un, et si c'est le cas et que cette personne n'a pas divulgué cette information, il faut se demander pourquoi elle ne l'a pas fait. Malheureusement, à ce jour, aucune réponse n'a été donnée, et la disparition de Claudia reste non résolue et un mystère complet. 5 ans après la disparition de Claudia, l'affaire a évolué de manière significative. En 2014, la police a procédé à ses premières arrestations et a mené des perquisitions dans le cadre de l'enquête. Une maison à North Shields sur Tyneside a été fouillée
et la cave d'un pub à Accombe dans l'État de York a été creusée. Notamment, le téléphone de Claudia avait été localisé dans la région dans les semaines précédant sa disparition. L'enquête sur la disparition de Claudia a connu plusieurs développements, notamment l'arrestation d'un homme de 59 ans soupçonné de meurtre et d'un homme de 46 ans soupçonné d'avoir détourné le cours de la justice. Cependant, les deux individus ont été relâchés sans être inculpés. Un an plus tard, 4 hommes fréquentant le pub de Nag's Head ont été arrêtés, soupçonnés de meurtre. Malheureusement, l'affaire n'a pas été poursuivie en raison d'un manque de preuves. En l'absence de résultats concluants, l'affaire Claudia est entourée de secrets, de mystères et d'incertitudes. La quête de la vérité a été jalonnée de fausses pistes et d'impasses. L'espoir de la famille de Claudia, qui l'aimait tendrement, repose désormais sur la possibilité qu'un jour quelqu'un se présente avec des informations vitales. En attendant, le sort de leur fille et de leur sœur bien-aimée reste inconnu, ce qui leur laisse l'espoir permanent que des réponses finiront par apparaître et qu'elles permettront d'élucider ce mystère persistant. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et d'avoir été avec moi. Prenez soin de vous et de vos proches.